Bonjour et bienvenue dans le garage. On en est au 5e épisode de la fabrication des tiroirs de mon établi et au passage au 35e épisode de la fabrication de l'établi. Ça commence à faire. Alors pour en revenir au tiroir, j'ai déjà construit et assemblé les côtés du tiroir et j'ai préparé le bois pour les fonds. Les côtés des tiroirs sont en chêne, les façades en frêne et en noyer et les fonds sont en bois de palette. Et si vous avez loupé les premières étapes de fabrication, ça se passe par ici. J'en étais resté à l'usinage des flancs des pièces qui vont constituer le fond. Cet usinage, qui est optionnel, a permis de multiplier la surface de collage par 2. Alors avant de préparer le bois pour le collage, je passe ma combinée à bois du mode toupie au mode scie pour terminer les fonds de tiroir. Et voilà, on a une scie. Alors au passage, certains m'ont demandé pourquoi je remonte toujours ma lame au maximum, sachant que idéalement, pour couper un bout de bois comme celui-là, il faudrait que je descende ma lame à peu près comme ça. Et bien il y a une raison toute simple, c'est que ici j'ai une pièce martyre qui est à ras de lame donc, et si je baisse ma lame, avec le carter, ici, ça passe pas. Donc je préfère garder ma pièce martyre et remonter un petit peu ma lame, plutôt que l'inverse. Voilà, donc c'est un compromis et un parti pris que j'assume complètement d'ailleurs. J'ai aiguillé le variateur. Voilà, bon avec ça, j'ai largement de quoi faire, 75, donc toi le pas beau, tu dégages. Hop. Et je suis encore largement bon, je peux encore en enlever un. Peut-être un de ceux-là où il y a des trous de clous. Ouais, celui-là. Celui-là, ça passe? Non. Finalement, tu vas peut-être revenir, toi. Ouais, c'est largement bon. Si j'enlève toi... Ah, il va en manquer un peu. Donc je vais en garder un de ces deux-là. Probablement celui-ci. Voilà. Et avant de coller, je vais m'occuper du tiroir de 30 cm. Parce qu'il y a des morceaux que je ne veux pas dans mes bouts de bois, que je n'ai pas encore découpés. Donc le mieux pour savoir ce que je veux prendre, c'est tout simplement de prendre le tiroir et de le plaquer par-dessus. Voilà. Donc là, déjà, je me rends compte que j'ai pas besoin de ce bout de bois là-bas au fond. Celui que j'avais gardé en compromis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vois ici, par exemple, que j'ai des traces de clous. Donc ce morceau-là, je vais le pousser. Celui-ci, il est nickel. Celui-ci, il est nickel. Celui-ci, il y a un nœud qui est plutôt joli, en fait. Je pourrais le garder ou pas. Mais regardez, de l'autre côté ici, j'ai un trou de pointe. Et un autre ici. Et bien déjà, je vais me décaler comme ça. Et puis, comme ça. Et là, je suis pas mal du tout. Donc, je vais repérer l'intérieur de mon tiroir comme ça. Et là, j'ai une idée plus précise du bois que je vais garder. Alors évidemment, je ne vais pas découper sur le trait, parce qu'il va falloir emmener du bois dans une rainure qu'on va usiner dans le tiroir. Mais ça, on va y venir tout à l'heure. Ce cadre-là, il va me servir pour aligner les pièces pour le collage uniquement pour l'instant. Alors pour le collage, il faut un plan de référence bien plan. Donc là, je vais utiliser la combinée. Je vais aussi utiliser l'établi, bien entendu. C'est juste que j'ai plusieurs plateaux à faire. Donc évidemment, je protège la combinée. Ici, c'est du papier peint. Un reste de réfection d'une chambre. Donc ça, c'est très pratique. Ça va très bien. Pour le collage, je mets les pièces en place et ensuite, je les empile comme ça. Et je laisse la dernière. Je les mets toutes à la même hauteur. Et j'y mets 2 serre-joints. Et un là. Alors les serre-joints à une main, ça suffit pour ça. C'est juste pour maintenir les pièces ensemble. Et pour pouvoir mettre de la colle ici. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ici j'ai des rainures, si je mets de la colle, j'aime pas trop en mettre. Et la colle, elle a tendance à vouloir rester au fond des rainures. Donc je ne vais pas en coller les deux côtés du bois, je vais en coller qu'un seul. C'est pour ça que j'ai laissé ce morceau ici. Et que je vais en coller toute cette partie-là, mais pas la partie dessous. Et ensuite, je vais reconstituer mon puzzle. La colle, c'est de la colle à bois standard que j'achète en seau et que je mets là-dedans. Pour la colle, c'est très simple. Il ne faut pas trop en mettre, parce que comme dit Laurent Jacquet, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Le mieux, c'est de ne pas mettre trop de colle et d'avoir de la colle qui colle. Donc là, un petit pinceau à poil long, c'est mieux pour aller au fond des rainures. Et comme je vous dis, il ne faut pas trop en mettre, donc ne pas hésiter à bien l'étaler. Parce que de toute façon,
le serre-joint va nous faire sortir l'excédent de manière systématique. Vous voyez, donc j'en mets pas des litres. Donc j'étale jusqu'à ce qu'il y en ait au fond de la rainure. Voilà. C'est pour ça que je passe souvent au même endroit. Allez, il y en a assez, mais pas partout. Donc j'en reprends là où il y en a trop, et puis j'en mets là où il n'y en a pas. Voilà. Et voilà, une fois que c'est fini, ça, on le referme, et ça peut servir dans un mois ou deux sans problème. Ensuite, j'enlève ça. Donc je reforme mon cadre, hein, le rectangle doit être au bon endroit. Alors un bon collage, c'est un collage bien préparé. Donc évidemment, je sais d'avance où vont les morceaux de bois et j'ai des serre-joints pas loin. Voilà. Et puisqu'on parle de serre-joints, moi j'aime bien ceux-ci. Alors je les mets en place et après je vous en parle. C'est des serre-joints de la marque Pierre. C'est une marque espagnole qui vaut largement les BC. D'ailleurs, c'est une gamme à peu près équivalente. Et ceux-là, ils ont l'avantage d'être avec un serrage à angle droit. Vous voyez ? Donc ça tient vachement bien. Je vais juste en mettre un en place comme ça, sans trop serrer. Un autre comme ça. Maintenant que j'ai fait mon petit montage, je vais passer dessous avec celui-là. Hop. Et celui-là, maintenant, je vais le desserrer et le plaquer un peu plus. Voilà, puis une fois que vous avez fini de serrer, vous pouvez le ranger debout en attendant que ça sèche. Ça prend pas de place. Malheureusement, j'en ai que 4. Mais je vais m'en offrir d'autres, hein, puisqu'ils sont vraiment bien. Donc là, vous voyez, la colle a séché et je vais utiliser ce truc qui sert à gratter les peintures pour enlever la colle. Et voilà. Ensuite, un petit coup de ponçage et ce sera bon. Alors ça, c'est un abrasif qui a beaucoup servi, qui est en 80 et qui va me servir principalement à enlever la colle. Et c'est un abrasif maillé, vous voyez à travers, vous voyez ? Vous voyez ou vous voyez pas ? Oui, vous voyez ma main. Et ça, c'est un abrasif qui a moins servi. Par contre, lui, il a poncé des flancs. Ça, c'est un petit peu la faiblesse des abrasifs maillés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à se déchirer. Il existe des modèles renforcés, mais bon, pour ce que j'en fais moi, ça va très bien comme ça. Donc ça, c'est des abranettes classiques de chez Mirka. La ponceuse, je ne l'ai pas mise à fond. Donc là, je ponçais à une vitesse moyenne. Je peux aller plus vite. Mais ça ne sert à rien parce que c'est un bois tendre. Et maintenant que je vais monter en grammage, je vais encore baisser la vitesse. Comme ça suffit largement. Et puis quand tu as poncé les deux faces et que tu as fait les deux autres fonds de tiroir, bah tu les mets de côté. Parce que maintenant, justement, c'est le moment de s'en occuper des côtés. Bon, aussi des façades, mais c'était pour le jeu de mots. Il va falloir faire dans le fond du tiroir une rainure sur les 4 côtés pour pouvoir enfiler le fond. Allez, c'est parti. Donc ces rainures, bien entendu, elles devront faire pile l'épaisseur du fond. Donc normalement, j'ai 15 mm, mais je vais vérifier. C'est bien ça. C'est le moment aussi de déterminer quel sera le fond du tiroir et quel sera le haut. Donc j'ai envie de dire que ça sera comme ça. Le fond par là. Bon, j'ai décidé que cette rainure, elle aura une profondeur de 8 mm. Ça sera largement suffisant. Et je vais aussi la faire à 8 mm par rapport au fond, un peu plus haut. Ça laissera suffisamment de matière pour tenir le fond du tiroir, pour que je puisse le charger comme une mule si le besoin s'en fait sentir, sans que j'aie la crainte que le fond passe à travers le tiroir. Je vais commencer par marquer d'une croix
l'emplacement à la fois du bas et de l'intérieur du tiroir, c'est-à-dire là où je veux mes rainures. Ça évitera les erreurs une fois que j'aurai démonté le tiroir. Un petit coup de trusquin à 8 mm. Sur chacune des pièces. Pour les façades, la rainure, elle va arriver dans le trou ici, donc j'ai aucun souci, j'ai pas besoin de faire des rainures arrêtées. Par contre, pour ce qui est des côtés, la rainure va arriver dans la matière ici. Donc évidemment, il ne faut pas que j'aille au bout, sinon ça va se voir. Pour usiner la rainure, je vais le faire à la défonceuse, et là il y a plusieurs solutions. Soit on a une fraise de la bonne largeur, de 15 mm, et on peut faire ça en une passe. Alors c'est pratique, par contre, moi j'en ai pas, c'est pas de chance. Celle-ci, elle fait pas 15 mais 14 mm. Et en plus, c'est une fraise droite. Et c'est un inconvénient en particulier parce que cette fraise droite ne peut pas plonger verticalement dans la matière. Il faut soit passer par un flanc, soit la descendre en pente comme ça, et c'est pas très pratique. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser de fraise droite, je vais utiliser une fraise carbure comme celle-ci. Celle-ci, elle a la possibilité de descendre verticalement. Par contre, comme elle fait que 8 mm, je vais devoir faire deux passes. Une première passe pour faire une rainure de 8 mm, et ensuite je vais me décaler de 7 mm, et je vais refaire une deuxième passe parallèle pour pouvoir faire ma rainure de 15 mm. 8 et 7 égale 15. Bon, comme d'habitude, j'ai monté une pièce d'essai pour faire mes réglages et les vérifier. Donc, qui dit pièce d'essai, 10 bouts de palette, forcément. Donc, la première chose à faire, c'est de régler la profondeur de la fraise ici. Donc, je vais commencer par desserrer le frein et descendre jusqu'à être en contact avec la planche. Voilà, je remets le frein et maintenant, si j'usine, je serai à fleur ici. L'idée, c'est d'être 10 mm plus bas. Donc, je vais utiliser la butée qui est là. Cette pige ici, pardon, qui va venir embuter sur la vis là. Et l'idée, c'est que si je me mets comme ça, et que je verrouille, si je remonte, si je descends, j'arrive en butée et je suis au zéro. L'idée, c'est pas d'être à zéro, c'est d'être 10 mm plus bas. Donc, je vais desserrer ma pige, je vais la remonter de 10 mm, précisément. Et comment je vais faire ça précisément? Je ne vais pas mesurer. Je vais prendre une fraise de 10 mm, dont la queue fait 10 mm, vérifiez bien, ce n'est pas toujours le cas. Je la mets sur ma butée, je mets le frein, et voilà. Maintenant, j'ai 10 mm ici, et quand je vais descendre ma fraise, si je déplace ma fraise et que je ne suis plus sur le bois, je descends d'exactement 10 mm dans le bois. L'étape suivante, c'est qu'il va falloir fraiser le long de la pièce à exactement 8 mm du bord. Et pour ça, on va utiliser un guide parallèle. Ce guide, je vais le monter sur la défonceuse, comme ça. Je vais descendre la fraise en contact contre le bois une fois encore. Je vais enlever le carter d'aspiration temporairement pour que vous voyez mieux. Et moi aussi d'ailleurs. Et maintenant, je vais tourner ma fraise pour que le tranchant soit du côté du bord de la rainure. La rainure va se faire là-bas. Donc le tranchant de la fraise ici, ça va être le point de ma fraise le plus dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, je vais déplacer ma fraise pour la mettre en contact avec le trait de trusquin. Là, on est pas mal. Du coup, je vais pousser mon guide parallèle en appui sur la pièce. Voilà. Et là, je verrouille, même si je n'y suis pas exactement, parce que j'ai la chance d'avoir un réglage micrométrique sur mon guide parallèle et je vais en profiter. Et ceux qui ont suivi ma vidéo sur les 20 critères pour bien choisir une défonceuse, vous avez compris pourquoi je voulais un réglage micrométrique sur mon guide parallèle, j'y tenais. Et aussi pourquoi éventuellement j'aurais voulu avoir l'éclairage sur cette défonceuse, ce qui l'aurait rendue parfaite. Malheureusement, elle n'en a pas. Par contre, on a une très belle visibilité sur l'outil, ça c'est pratique. Maintenant que mon réglage est fait, j'ai plus qu'à remettre mon carter d'aspiration et à faire un test. Ça, c'est la théorie qu'on voit partout sur YouTube et ailleurs. D'ailleurs, c'est la bonne.
Mais vous l'oubliez, je vais vous donner une meilleure méthode. On va être un petit peu malin, et regardez bien, ma rainure, elle doit se faire ici, environ. Cette rainure, rappelez-vous, elle fait 15 mm de large et ma fraise en fait 8. Je la représente par cette vis. Et j'ai réglé cette fraise pour qu'elle soit à ras du bord de la rainure de ce côté-là. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Avec le guide parallèle ici, si je m'éloigne parce que je le tords un petit peu, je ne me tiens pas droit, et ben la fraise, elle va suivre. Donc elle va venir par là. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que cette matière-là, on veut la garder. Donc, plutôt que de mettre mon guide parallèle de ce côté-là, ça serait plus intelligent de le mettre de ce côté-ci. Ma fraise, toujours à fleur sur mon trait de Trusquin. Si je m'éloigne comme ceci, la fraise va suivre et va se déplacer dans la rainure, pas dans la matière que je veux garder. Et ça, c'est pas très grave. Il suffit que je refasse une passe ensuite, pour être ensuite à ras, etc. Et là, je vais enlever la quantité de matière que je veux et un peu plus, mais de toute façon, toujours dans la zone où je veux enlever de la matière. Et ensuite, quand j'aurai fait ça, je vais régler ma fraise pour être ici, mais en mettant mon guide parallèle, cette fois-ci, de ce côté-là. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais là, on a des pièces qui ne sont pas très larges, et ben, c'est l'occasion d'en profiter. On a la capacité de le faire, il ne faut pas se priver. Ceci étant dit, je ne vais pas retourner la pièce pour l'instant, parce que de toute façon, il faudra un coup que je mette mon guide parallèle ici, et un coup que je le mette là. Donc maintenant que ma pièce est placée, j'ai aussi vite fait de prendre mon Trusquin, de marquer ici à 8 plus 15 mm l'autre côté de la rainure. Et là, donc, c'est pas la peine de mettre un coup de Trusquin sur toute la longueur. Ce repère ici, il va juste me servir pour positionner la fraise. Et ensuite, c'est le guide parallèle qui va positionner la fraise au bon endroit. Et donc maintenant, ma fraise, au lieu de la mettre en contact de ce côté-ci de la rainure, je la mets en contact de l'autre côté. Donc je recule ma défonceuse comme ça. Je me mets à peu près sur le trait. Je ramène mon guide parallèle. Et je mets un coup de réglage micrométrique pour pouvoir faire le réglage finement. Alors ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Ma rainure fait bien 10 mm de profondeur. Et elle est bien placée, donc c'est parfait. Donc là maintenant, je vais pouvoir enlever ma pièce d'essai et passer toutes mes pièces de tiroir. Ah oui, puis au passage, vous avez vu les taquets là qui passent en dessous de la surface ici. C'est très pratique, à la fois pour poncer et pour passer les défonceuses. Ensuite, vous avez compris, j'ai retourné la pièce, maintenant la rainure est de ce côté. Je vais me mettre en appui sur mon trait de Trusquin qui est de ce côté-là. Donc, j'arrive avec ma défonceuse, je desserre le guide parallèle, je me proche, non d'abord, je descends la fraise en contact. Et voilà, et cette fois encore, si le guide parallèle n'est plus en contact sur la pièce de bois, et bien la fraise, elle va aller à l'intérieur de la rainure. J'ai 7 mm de marge d'erreur, ce qui est largement plus qu'il en faut.
Voilà, il y a juste à reprendre les extrémités au ciseau à bois là, et on sera parfait. Maintenant que mes rainures sont faites, je vais pouvoir découper le fond. Tout à l'heure, j'avais pris des repères avec le tiroir comme ceci, mais j'ai poncé, donc les repères ont disparu. Du coup, je les ai retracés et j'ai rajouté 9 mm de plus en largeur et en longueur de chaque côté pour pouvoir tenir compte des rainures, sachant que les rainures font 10 mm de profondeur, mais je laisse 1 mm pour que le bois puisse travailler. D'ordinaire, j'aurais pu partir d'un côté ici, puisque les côtés sont rabotés, ils sont bien droits, et puis couper d'onglet ici. Mais comme j'ai posé mon tiroir un petit peu en travers, il va falloir que j'utilise encore une fois ce chariot de coupe. Donc je vais positionner mon bois là où je veux qu'il soit coupé, et c'est parti. Voilà, maintenant je vais pouvoir couper d'onglet. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à couper à longueur. Et à largeur. Le fond est prêt. Bon, par contre, comme c'est de la palette, il y a pas mal d'éclats. Donc on les enlève. Et j'ai mis le fond à l'envers. On recommence. Voilà. C'est plus joli comme ça. Pour les tiroirs en 120 et 160 mm de haut, j'ai décidé finalement de faire des fonds de 20 mm d'épaisseur. Alors évidemment, j'ai pas de bois de palette suffisamment épais pour ça, donc je vais en faire 2 couches. Et là, c'est l'occasion de passer le bois qui est pas bien beau. Vous voyez, le bois avec les trous des vis un peu gros, machin, etc. Mais même le bois avec des poches de résine, ça, c'est pas un souci parce que tout ça, ça va être recouvert par une deuxième couche de bois. Et ce bois, il sera plutôt joli. Alors je ne triche pas, hein, ça c'est bien du bois de palette, sauf que c'est pas une palette traditionnelle, vous voyez, le bois brut, il est comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle portait, cette palette, mais j'ai eu la chance de la récupérer. Donc c'est du bois qui n'est pas très épais, il doit faire 10 mm à peine, donc je vais le raboter à 8 mm. Et le bois de palette classique, lui, je l'ai raboté à 12 mm. Et avec du bois de 8 mm d'épaisseur, j'ai hésité à utiliser cet outil-là. Donc j'ai pris une autre solution, la lamelleuse. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la lamelleuse, vous ne devez pas être nombreux, c'est ça. C'est une machine qui a une lame qui sort ici et qui va usiner le flanc du bois ici pour pouvoir y faire des inserts en demi-lune comme ça, dans lesquels on va mettre des biscuits ou des lamellos, c'est la marque commerciale, qui vont venir s'enfiler dedans. Voilà, donc ça donne ça, et qu'on va coller donc, et qui va permettre d'assembler mes morceaux de bois pour faire un panneau. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut le mettre sur une toute petite surface comme ici. Alors ça ne va pas rigidifier l'assemblage, par contre ça va permettre de maintenir les pièces entre elles exactement à fleur. C'est très pratique et c'est exactement ce qu'il nous faut. Et puisque je vais utiliser ma lamelleuse sur ce bois de 8 mm, je ne vais pas m'embêter, je vais le faire aussi sur ce bois de 12. Et je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais vous voyez le bois ici, il est
un peu courbe, il n'est pas parfaitement plat, et donc les lamelles, elles vont me servir à exactement positionner le bois pendant le collage, ça va être très pratique. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne la lamelleuse, ça je l'ai déjà fait en détail dans plusieurs vidéos. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez. Alors, je ne vous ai pas tout montré, bien sûr, puisqu'il y a 12 tiroirs à faire et il y a beaucoup de choses répétitives. Donc ça, c'est le bois d'origine. Vous voyez, il est assez large. Ça, c'est des chutes. D'une manière générale, j'essaye de ne pas gaspiller le bois. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que, étant donné que celui-ci est très petit, j'ai peur que les lamelles prennent trop de place dans ce bois-ci. Donc, pour le coup, je vais mettre des lamelles plus petites dans celui-là. C'est pour ça que j'ai mis des repères. Vous ne les voyez sûrement pas. Ici, j'ai marqué 10, 10, 10 pour des lamelles de 10. Et partout ailleurs, on va mettre des lamelles de 20. Alors pour vous donner quand même un ordre d'idée, ça c'est une lamelle de 20, c'est les plus standards, les plus communes. Les lamelles de 10, elles sont plus petites. Vous voyez, alors elles font toutes la même épaisseur, hein, elles font toujours 4 mm. Ce qui change, c'est non seulement l'épaisseur ici, mais aussi la longueur. Celles-ci sont un petit peu plus courtes ici, mais surtout plus étroites. Et puis on a aussi des lamelles de type 0, qui sont vraiment toutes petites. Et celles-ci, elles serviraient par exemple pour pouvoir faire une boîte, comme ça, avec des bois de 8 mm, ça peut très bien se faire. Pourquoi des boîtes? Parce qu'en fait, la lamelle elle va venir ici, et évidemment, il ne faut pas que le trou dépasse de l'épaisseur du bois. Et au niveau de la machine, changer de lamello, ça se fait uniquement en tournant ceci. Vous voyez, là, je suis passé sur des lamelles de type 0, donc la butée qui est là, elle va moins loin que si j'étais sur des lamelles de type 20, qui me permet de m'enfoncer un peu plus. C'est exactement le principe des piges de profondeur de défonceuse, ça, sauf que c'est horizontal au lieu d'être vertical. Bon, étant donné que la plupart du temps, j'utilise cette machine avec des lamellos de 20, je vais commencer par usiner les lamellos de 10, et ensuite je repasserai au 20, comme ça je serai certain de ne pas oublier de remettre ça sur la position qui va bien. Voilà, et maintenant, on repasse en 20. Pour l'encollage, il n'y a pas besoin de s'embêter. Déjà, il faut en coller que d'un côté. Donc, vous prenez toutes vos pièces, vous les mettez contre l'établi, vous mettez des serre-joints pour les maintenir en place, vous retournez et vous en collez uniquement cette partie-ci. Bon, j'ai fait le collage, je vous ai parlé, je viens de me rendre compte que je n'ai pas enregistré, donc je recommence, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'avais fait de l'autre serre-joint à cause des bouts de bois qui sont complètement disparates. C'était compliqué de tout serrer d'un coup. Donc je disais, pour les lamellos, il ne faut pas hésiter à tremper le biscuit, comme on dit, dans la colle. Pour ça, moi j'utilise un seau de colle. Ce seau, c'est un seau de colle qui fait 5 litres et que j'ai commencé quand j'ai initié la fabrication de mon établi. L'établi n'est pas terminé, le seau l'est presque. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir le remplacer et sachez que je ne rachèterai pas de seau de colle de 5 litres ou de 5 kg, parce que c'est trop pour ma consommation personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simple. La colle, elle a une durée de vie, et j'en consomme pas assez pour pouvoir consommer toute cette quantité sans qu'elle soit périmée, tout simplement. Donc la prochaine fois, j'achèterai des seaux de 2 litres, ou alors des biberons de 750 grammes. Ce qui permet d'avoir plusieurs colles différentes, et c'est pas mal aussi. Alors faut pas se tromper, ça c'est des lamellos de 20. Et à côté, on a des lamellos de 10. Alors vous voyez, je suis généreux sur la colle avec les lamellos parce qu'il faut que ça dégueule, en fait.
C'est pas grave s'il y en a un petit peu partout, parce qu'après, on va mettre de la colle partout ici, d'un coup de pinceau, et ça ira très bien. Par contre, là, j'en ai quand même mis beaucoup, parce que ça coule sur les bords, sur mes serre-joints, et j'aime pas ça. Bon, c'est pas grave, je les nettoierai, mais bon, j'aime pas. Voilà, donc pour les lamelles, c'est bon. Ensuite, pour la colle, eh ben, on y va au pinceau, tout simplement. Donc ça, c'est un petit distributeur très sympathique. On a un réservoir de colle qui se trouve ici. Je discute en même temps que je mets la colle, parce qu'il y a quand même un temps de prise. Et la colle est distribuée ici comme un réservoir de croquettes pour chat ou chien, si vous voulez. Et c'est super bien, parce que du coup, vous avez votre pinceau qui est toujours dans la colle. Vous remettez ce machin bleu, vous allez voir tout à l'heure quand j'aurai fini, sur le pinceau. Il sert de capuchon en quelque sorte, et du coup, il n'y a pas d'oxygène qui passe, il n'y a pas de polymérisation de la colle. La colle, elle reste nickel, et le pinceau, vous ne le nettoyez jamais. Et ça, c'est super pratique. Donc ce truc-là, vous le trouvez un peu partout. Moi, je l'ai acheté chez Outils des Pros. Si vous voulez, je vous mets un lien dans la description. C'est un lien affilié, ça vous permettra de filer un coup de main à la chaîne. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je mets bien de la colle partout, y compris sur les côtés des lamelles. L'intérêt du pinceau, c'est qu'on peut passer entre les lamelles. Donc il n'y a pas beaucoup de place quand même. Voilà. Je remets le pinceau à sa place, je ferme ça, je le range et je m'en occupe plus, c'est vachement bien. Bon, maintenant, on va défaire les serre-joints. Les nettoyer tant que la colle n'est pas sèche. Et maintenant, j'ai plus qu'à refaire mon petit montage. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire, dans les serre-joints, j'ai pas mis tous les bouts de bois. J'en ai mis tous, sauf un, parce qu'il y en a un qui n'a pas besoin de colle du tout. Et c'est celui-là, du coup. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a fait notre petit panneau. Si je mets les trucs en face, c'est quand même plus pratique. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer ça dans les serre-joints. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des bouts de bois pour éviter le tuilage. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec l'autre moitié du panneau. Voilà, là j'ai mis beaucoup moins de colle que la première fois et ça devrait largement suffire. Alors j'aime bien mettre ces bouts de bois pour éviter que le bois parte dans tous les sens quand je vais mettre ces serre-joints là. Ça permet de les maintenir. Alors ma méthode, c'est pas la méthode, hein. Il y a certainement autant de méthodes que de menuisiers, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre d'abord un serre-joint au centre ici, histoire de maintenir à peu près le panneau, de mettre les serre-joints en place, de les approcher et de commencer à serrer, mais sans vraiment serrer, c'est-à-dire juste pour maintenir les pièces ensemble, pas pour les presser. Maintenant que j'ai mis mes 2 premiers serre-joints, je vais pouvoir maintenir en place ces bouts de bois qui permettent de rigidifier l'ensemble. D'abord d'un côté. Ici, je suis obligé de mettre des serre-joints un peu plus grands que ceux-là, parce qu'ils sont trop petits et j'atteins pas le bois. Donc ces deux-là, ils sont bien serrés. Ceux qui sont de l'autre côté ici, ils sont très légèrement serrés. Ce qui va me permettre de represser ces 2 serre-joints-là, tout en pouvant resserrer chacune des lattes les unes contre les autres. Je donne un peu de mou ici. Je serre. Et je resserre ici et là. Là, on est presque bon. Le souci, c'est que j'ai mes 2 serre-joints qui sont du même côté et ils ont tendance à faire un effort déséquilibré. Donc, pour pouvoir rééquilibrer un petit peu ça, je vais mettre un 3e serre-joint du côté opposé, comme ça, pour pouvoir équilibrer les tensions.
Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà, le reste il partira au ponçage. C'est le 12e des 12 tiroirs et par conséquent, après la fabrication de l'établi et de tous ces tiroirs, j'arrive à la fin de ma colle. J'en ai, je pense, pas assez dans ce pot, mais heureusement, j'ai le même type de colle ici, donc je vais finir avec ça. Et pour éviter d'en mettre trop, puis d'en mettre partout, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tiroir en place, j'ai mis un coup de crayon autour pour pouvoir délimiter l'emplacement et un peu plus du bois nécessaire, et je vais mettre de la colle que là où c'est nécessaire. Et pile poil, impec. Et ça débarrasse. Et voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire rentrer ça là-dedans, défonceuse. C'est plus joli de ce côté. Et voilà, le 12e tiroir est en place. Enfin, ça fait plaisir. Alors, c'est pas fini, hein. Faut encore que je les ponce, que je les colle, que je leur fasse des poignées, que je fasse une porte pour ce placard. Mais ça, on verra ça dans les prochains épisodes. En attendant, on passe au bilan. Commençons par l'utilisation du bois de palette. Comme je le disais dans la vidéo précédente, travailler le bois de palette, ça nécessite de choisir soigneusement ces bois en fonction des contraintes que sont les défauts, les trous des clous, les traces de rouille, etc. Jusqu'au dernier moment avant le collage des fonds, j'ai sélectionné le bois, je l'ai orienté, je l'ai trié pour avoir des fonds les plus esthétiques possibles. Et à mon avis, c'est une réussite. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Concernant le collage des fonds, le travail a bien été préparé en amont, du coup le collage s'est très bien passé, sans aucune complication. Malgré le fait que j'ai bien fait attention à ne pas mettre trop de colle, avec un usinage en zigzag, on a de toute façon toujours trop de colle, puisqu'elle vient se coller au fond. Avant, j'avais tendance à essuyer la colle en trop. En fait, c'est une erreur qu'on paye en général au moment d'appliquer la finition, parce que la colle essuyée n'est pas totalement retirée, la ponceuse a parfois tendance à en laisser, et ça se voit en général qu'une fois la finition appliquée. Et là, c'est trop tard. Donc le fait de la laisser sécher puis de la gratter, c'est préférable.
Pour usiner la rainure sur les côtés, pour accueillir le fond, j'ai utilisé mon outil préféré, la défonceuse. J'aurais aussi pu utiliser la toupie, mais c'était l'occasion de vous montrer comment je fais pour m'assurer un usinage parfait. En choisissant soigneusement le côté où placer le guide parallèle, les éventuels écarts de trajectoire de la fraise sont du côté de la rainure plutôt que du côté du bois qu'on souhaite garder. Et même si j'avais une fraise du diamètre exact de la rainure, ce qui permet d'usiner la rainure d'un seul coup, enfin du moins d'une seule passe, je ne l'aurais pas utilisé. Je préfère usiner les rainures en 2 temps en appliquant la méthode que je vous ai montrée. J'ai déjà foiré des rainures bêtement en voulant aller trop vite et en usinant la rainure en une passe. Et même si la plupart du temps le défaut ça se voit pas, ça fait quand même râler. Parce que même si le défaut il se voit pas, moi je sais qu'il est là. L'assemblage des fonds des grands tiroirs a été extrêmement chronophage. Il a fallu que je prépare les fonds en palette de 12 mm, puis ensuite les fonds de 8 mm pour les 8 tiroirs, parce qu'il y a 8 grands tiroirs. Ça fait 16 fois la même manip, et chaque manip a dû être faite une à une, tout simplement parce que j'avais pas assez de serre-joints. Et étant donné que j'ai dû préparer ces fonds l'un après l'autre, j'ai pas attendu d'avoir les 16 pièces pour fabriquer tous les fonds de tiroir. Je les ai fait au fur et à mesure de la disponibilité des fonds. Donc j'ai collé les deux demi-fonds ensemble 2 par 2, ce qui a aussi pris un temps fou. Et mine de rien, pour fabriquer ces 12 tiroirs, finalement, ça m'a mis des semaines. Mais peu importe, le résultat est là. L'utilisation des lamellos, ça a été très utile pour aligner les bois lors du collage, particulièrement pour les fonds de 8 mm d'épaisseur. C'est une option bien utile que je regrette pas du tout. J'aurais pu m'en passer, mais clairement, c'était la meilleure solution pour les assemblages des pièces peu épaisses. Pour les pièces plus épaisses, comme les panneaux de 12 mm, j'aurais pu utiliser la toupie et la fraise dentée. Et pour les panneaux à partir de 20 mm environ, on peut même coller directement à plat joint. Mais pour revenir sur la lamelleuse, quand je l'ai achetée, j'ai hésité parce que je pensais qu'elle allait me servir un petit peu, pas plus. Mais en fait, pas du tout. Je m'en sers beaucoup et j'en suis toujours très content. Passons aux tiroirs maintenant. Les tiroirs sont pas collés et pourtant ils sont déjà bien rigides. Ils vont durer, ça fait aucun doute. Perso, je les trouve réussis. Il reste à faire des poignées et ça sera terminé. Je vais voir comment je vais les faire. J'ai ma petite idée, mais ça se passera dans un prochain épisode. En attendant, si vous êtes intéressé par la lamelleuse et pour voir ce dont elle est capable, allez voir ces 2 vidéos. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous! Et une fois que le projet est terminé, vous avez encore quelques chutes de bois de palette rabotées, un petit peu trop courtes, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et bien dans ce cas-là, vous appelez votre fille qui adore bricoler, ou votre fils, ça dépend, pour moi c'est une fille, et vous passez un dimanche après-midi très sympa à fabriquer des cabanes à oiseaux. Je fais du bricolage et je fais une cabane à oiseaux. Tu mets quoi là dans le bois? Des biscuits, mais Fais voir. ça se mange pas. Ok. Regarde, là. Ah ouais. Et ce que ça fait quand c'est coupé, ça fait ceci. Ah ouais. Et j'ai terminé. Et voilà. Maintenant on colle? Ouais. T'es en train de coller là? Hein? T'as le droit de t'en mettre sur les doigts, mais pas sur les habits. Hein. Les-en partout. Bravo, chérie. Et je suis la chef. Hein. Oui, chef. Vas-y. C'est bon. Et demain, ça sera sec. Essaye de passer, regarde, entre les machins comme ça, là, en écrasant le truc pour que ça en colle partout dedans. D'accord? Okay. Super. T'es une championne. Allez, remets le pinceau dans la boîte. Et le kiki bleu. Essaye de le sortir. Voilà. Comme ça, la colle, elle sèche pas et le pinceau non plus. Tiens. Merci. Heureusement que tu as relevé tes manches. Hein. Sinon, catastrophe. Catastrophe. Sinon, catastrophe et maman, elle te fâche. Oui. Voilà, descends-le. Hop. Et enfile-le. C'est pas grave si c'est pas bien mis, les serre-joints ils vont nous aider. T'inquiète pas pour ça. Maintenant tu mets l'autre. Tac. Voilà, parfait. Maintenant on va mettre des serre-joints.